Peut-être avant de commencer le partage, Thierry Thierry Barle de l'écran, on peut faire un petit tour de table juste pour se présenter, Thierry et Eva, pour vous Oui. présenter. Thierry. Alors, allez, on peut commencer. Donc, je propose, Eva, de débuter. Donc, moi, je suis Thierry Barle. Je suis le dirigeant du cabinet CEA, courtage et audit d'assurance, courtier spécialisé, j'y reviendrai tout à l'heure, donc dans l'ingénierie du bâtiment et la construction au sens plus large. Je pilote globalement l'ensemble des opérations d'assurance pour l'ensemble des intervenants de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre et on va dire, pour des cas plus rares, de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, merci Thierry. Eva, pour vous présenter rapidement. Bonjour, donc moi je suis au sein du cabinet CEA chargé d'affaires et je m'occupe plus précisément de l'ensemble des sinistres du cabinet pour notre portefeuille d'ingénieurs et de concepteurs. Donc voilà, j'accompagne l'ensemble de nos clients dans les démarches sinistres. Malheureusement, j'arrive pas au meilleur moment, mais voilà, c'est en tout cas le service après-vente qui est délivré par CEA. Ben, il le faut. Il le faut. Donc, on a dit qu'on allait faire cette conférence. Donc, on se parle de 11 heures à midi, que ça sera en deux parties ou en trois parties. Une première partie de présentation avec un PowerPoint. Ça, c'est Thierry Barle qui va faire cette présentation. Et ensuite, on aura une table ronde avec nous trois, Thierry, Eva et moi-même, où on discutera autour de ces sujets. Et puis, on aura enfin des points sur un question-réponse du public pendant les 10 dernières minutes. Voilà, Thierry, sans plus tarder, peut-être on peut commencer à partager la présentation et commencer avec cette présentation. Eva, vous pouvez couper micro et caméra pendant cette phase de présentation et puis on se retrouve juste après pour la table ronde. Mais il ne faut pas couper la visio. Hein. Thierry, c'est bon pour nous? Alors, On voit parfaitement. je refais un point rapide sur notre spécialisation. Donc, comme je vous l'ai dit, spécialité de l'ingénierie de la construction, c'est-à-dire que nous assurons plus de 700 bureaux d'études uniquement spécialisés sur notre marché. BET, ingénieur, conseil sur le marché de la construction, du bâtiment, de l'infrastructure et de parcs et jardins. C'est-à-dire qu'on est le leader national de l'assurance des architectes concepteurs du paysage, tous ceux qui réalisent les parcs et jardins, comme j'ai souvent loisir à le dire, ceux qui aménagent la cité et bien évidemment au sein de la cité, les ingénieurs du bâtiment avec toutes les spécialisations de l'ingénierie du bâtiment et bien évidemment le génie électrique. Donc, on a des équipes dédiées à l'accompagnement de la clientèle et qui ne font que ça. Donc, c'est vraiment un courtage de niche 100% dédié à cette clientèle donc d'ingénieurs et de maîtres d'œuvre. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce courtage et audit d'assurance sur notre site internet qui détaille l'ensemble de nos positions sur ces marchés. Il y a d'ailleurs aussi quelques références et quelques exemples de grosses opérations qu'on a été amenés à accompagner. Donc, Xavier, le quiz, on le fait maintenant ou... Allez, on y va. On On fait les quiz. Puis ils sont là. Donc, on a un premier quiz sur lequel on peut poser la question au public. Allez, j'y vais. Donc, l'ingénieur doit-il assurer la totalité du chantier sur lequel il intervient ou exclusivement assurer son lot? Voilà. Donc, voilà, je vous présente le quiz en même temps. Hein. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Exclusivement son lot, cela dépend si le groupe d'entreprise est solidaire ou non, la totalité de l'opération dans tous les cas, la majorité de l'opération si je suis mandataire, la totalité de l'opération si je suis un grand chantier avec présence d'une CCRD. Donc là, il y a une seule réponse possible. Hein. Oui. Sur Allez, l'ensemble du quiz, j'ai fait qu'une seule réponse possible. ouais. On vous laisse voter, allez, cher Parfois, public, il y allez-y. a des pièges. On vous laisse voter, allez-y. Hein. Vous pouvez, on vous laisse 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote. C'est à peu près partagé. Je partage les résultats. Alors, Thierry, alors, c'est partagé en un tiers, un tiers, un tiers. Est-ce que le public a eu. C'est quoi la bonne réponse?
Je dirais que le dernier tiers, non, même pas. Non, non. J'ai peur que, et c'est bien l'enjeu de cette question, chacun ait un peu de méprise. Donc, la bonne réponse, faut peut-être que tu coupes le quiz, non, si je veux mettre Voilà. la réponse. Ouais. Il faut appuyer sur la barre d'espace pour avancer. Désolé, ça n'avance pas. Voilà. Ouais. En fait, il y avait un piège dans la formulation où globalement, la réponse est la totalité de l'opération, c'est-à-dire que sur chaque opération dans laquelle je vais intervenir, l'assureur va prendre la garantie de la totalité du chantier. C'est-à-dire que, évidemment, l'assurance va couvrir l'ingénieur dans l'activité. Si je prends un BEP électricité sur le génie électrique, mais évidemment, il va garantir l'activité du génie électrique, mais il garantit la totalité de l'opération, puisque le jour où il y a, par exemple, un incendie total sur le bâtiment, l'assureur va couvrir la totalité de l'opération, d'où l'immense intérêt et le besoin qu'a l'ingénieur, quand il approche les opérations, de bien avoir le coût global de l'opération et de bien vérifier que son contrat est adapté, bien évidemment, et l'assureur couvrira la totalité de l'opération. Donc, la totalité de l'opération est assurée. Il y avait un petit piège dans la formulation. Je passe à la question 2, Xavier. Allons-y. Alors, donc, sur la question 2, je vous la présente. Voilà, on peut la présenter. Donc, à quoi correspond mon engagement sur un chantier? Donc, il y a 4 réponses possibles, hein. Ma responsabilité d'ingénieur sur mon lot. Il y a un peu de bruit, hein, Thierry, il faut faire attention derrière. Mon niveau de… Ah, il ne faut pas aller sur les réponses. Là, tu as avancé, Thierry, sur les diapos. Il faut revenir. Voilà. Il y a eu non, voilà. Ma responsabilité d'ingénieur sur mon lot, mon niveau de garantie d'assurance présent dans mon contrat, le coût total de l'opération sur laquelle j'interviens, le risque global auquel je m'expose sur l'opération. Voilà, il y a 4 réponses possibles. On vous laisse voter. Allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 0, voilà, je mets fin au vote. Et puis, on va voir ce qu'il en est en termes de résultats. Et je vous partage les résultats. C'était quelle réponse alors, Thierry? Donc, c'est le risque global auquel je m'expose. Alors, une fois de plus, j'ai fait un peu exprès. Je ne sais pas si tu peux réafficher les résultats, Xavier, s'il te plaît. Mais en fait, il y avait un piège parce que c'est vrai que la bonne réponse pourrait être le coût total de l'opération sur laquelle j'interviens, puisque c'est exactement finalement l'aspect corollaire de ce que j'ai évoqué dans la question préalable, c'est qu'on couvre finalement la totalité de l'opération. Et c'est logique d'avoir répondu le coût total de l'opération. Pourquoi finalement la réponse, je l'inscris non pas sur le coût total, mais sur le risque global auquel je m'expose, parce qu'il peut y avoir quand même, on va dire, des négociations avec la maîtrise d'ouvrage. Si j'appartiens, si on a une opération globale, mais que je n'interviens que sur une partie très spécifique, par exemple, qui est isolée et non commune, c'est-à-dire sans communauté totale avec le bâtiment, on peut imaginer que tout se négocie. Donc, j'ai plutôt traduit le risque global auquel je m'expose sur l'opération, qui, dans la plupart des cas, est la totalité de l'opération. Donc, les 67% des personnes qui ont répondu avaient globalement la bonne réponse, mais il y avait une petite nuance que je précisais parce que ce sont des éléments qui, bien évidemment, quand on a une évidence sur le partage des responsabilités ou des risques possibles face à nous, on ne va pas assurer, par exemple, un très grand chantier, j'en parlerai tout à l'heure, en totalité quand on n'intervient que sur une partie et qui est totalement isolée, qui ne pourrait pas communiquer, par exemple, un incendie total, une problématique de désordre structurel ou lié à l'eau. Je vais rester plutôt sur l'incendie, puisque quand on est sur le génie électrique, le risque majeur reste bien évidemment le départ d'incendie, l'incendie total d'un bâtiment dans lequel je suis intervenu. Alors, on va passer à la question numéro 3. Alors, vous allez voir que l'ensemble des questions sont finalement liées à l'engagement et à la responsabilité, à la manière dont on peut finalement gérer les sinistres au travers de ça et avoir toute la vision éclairée de ma position face à un sinistre.
Alors, la question, c'est à partir de quel montant le coût de travaux le maître d'ouvrage doit-il mettre en place un contrat grand chantier? C'est un contrat collectif de responsabilité décennale. 3 millions d'euros, 15 millions d'euros, 26 millions d'euros. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vous votez. 0. Ben voilà, ben, je peux mettre tout le monde est d'accord. Est-ce que Tu affiches tes résultats ou tu c'est affiches? bon pour voilà. Alors, c'est intéressant. Parce que, alors, je suis désolé, c'était à nouveau gorgé de pièges, mais de manière à pouvoir avoir un élément explicatif. Et je pense que si l'ensemble des réponses se sont dirigées sur 3 millions d'euros, c'est parce qu'en fait, 3 millions d'euros n'est pas le montant total de l'opération sur lequel j'interviens, coût des travaux global du maître d'ouvrage. 3 millions, c'est le niveau de garantie qui va être demandé dans une CCRD. C'est-à-dire qu'on demandera à chaque ingénieur, à chaque entreprise du bâtiment intervenant sur l'opération, d'avoir un minimum de garantie de 3 millions d'euros. La bonne réponse, en fait, c'est à partir de 15 millions d'euros, un maître d'ouvrage est dans l'obligation légale de mettre en place un contrat collectif de responsabilité décennale, dit contrat grand chantier, dit avenant grand chantier, dit avenant nominatif. Il a plein de noms et c'est à 15 millions qu'il a l'obligation de le faire. J'ai mis un troisième piège qui était 26 millions d'euros parce que vous avez beaucoup de contrats qui sont établis en bâtiment et en génie civil sur une obligation de déclarer un grand chantier à l'assureur à partir de 26 millions d'euros. Donc, c'était aussi un piège sur la question numéro 3. Mais en fait, la vraie réponse, c'est 15 millions d'euros. Voilà, donc on a un dernier quiz, cher public. Si on avance, C'est compliqué mes questions. Hein. Et en fait, parfois, j'ai du mal à faire boucher le il faut diaporama. appuyer sur... Ouais. Donc là, on était là. Voilà. Suis-je obligatoirement mis en cause par la maîtrise d'ouvrage sur mon lot si un désordre apparaît sur l'opération, bien évidemment, sur laquelle j'interviens, et avec ou lien direct avec mon intervention? Voilà, donc là, on vous laisse voter, cher public. Non, il faut prouver mon erreur ou ma faute. Non, jamais. Oui, selon ma responsabilité indirecte ou directe. Oui, même si je ne suis pas responsable. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je partage les résultats. Thierry. Bon, déjà personne n'a mis non jamais. Il y a une sensibilisation. Alors, non, il faut prouver mon erreur ou ma faute. La première réponse, ben non, ça n'est pas la bonne réponse parce que on est dans le cadre avec la responsabilité civile décennale de ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Donc, ça veut dire qu'il n'appartient pas au tiers lésé, donc à la maîtrise d'ouvrage, de prouver que l'ingénieur a fait une faute. La responsabilité est sans faute et c'est à l'ingénieur de prouver qu'il n'en a pas fait. Vous voyez, on appelle ça l'inversion de la charge de la preuve. Un peu compliqué, mais c'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité sans faute. Oui, selon ma responsabilité directe ou indirecte, mais non, parce que je peux vraiment être mis en cause, même si je ne suis pas responsable. Donc la bonne réponse est la dernière réponse. Oui, même si je ne suis pas responsable, car je suis souvent mis en cause de façon conjointe. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin, ça va être moi le responsable. Mais par contre, je vais quand même être mis en cause. On va m'interpeller, si je puis dire, et j'aurai une réclamation qui va m'être faite et je devrai me défendre pour prouver que je ne suis pas responsable. Voilà. Mais ce sera au bout de la course qu'on prouvera que je ne suis pas responsable. Donc, la réponse, c'est la réponse 4. Voilà, donc on arrive au dernier quiz, Allez, et cher après, Thierry. j'arrête d'embêter tout le monde avec mes questions. Et on va avancer. Donc, Puis-je être amené à payer un désordre pour le compte d'un de mes co-traitants? alors non, cela lui appartiendra. Oui, dans un groupement, la solidarité peut toujours s'appliquer. Oui, si je suis mandataire du groupe. Oui, exclusivement si le groupement est contractuellement solidaire. Voilà, on vous laisse voter. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je vous mets fin au vote et je vous affiche les résultats.
Alors Non, Thierry, qu'est-ce qu'il en est? ouais, c'est très intéressant. Alors, globalement, oui, les deux réponses qui sont citées là sont bonnes, hein. Évidemment, quand le groupement est contractuellement solidaire, je vais être appelé à la cause d'un de mes co-traitants, hein. Je vais être ce qu'on appelle un co-obligé, c'est-à-dire obligé de payer à sa place s'il est défaillant. Donc, la réponse 4 était bonne, mais la vraie bonne réponse, c'est que la réponse 4 ne répond pas à tout parce qu'il y a un point qui est dans la deuxième réponse qui a été soulevée, qui est la majoritaire. Oui, dans un groupement, la solidarité peut toujours s'appliquer parce qu'au-delà du fait qu'elle peut être contractuelle, comme dans la réponse numéro 4, elle peut être aussi ce qu'on appelle in solidum, c'est-à-dire qu'un tribunal, même si vous n'avez pas de groupement solidaire contractuellement, un juge peut condamner l'ensemble du groupement, c'est-à-dire l'ensemble des co-traitants du groupement, à la solidarité in solidum, c'est-à-dire à leur corps défendant, même si à l'origine, ça n'était pas contractuel. Donc, en fait, la vraie bonne réponse, même si la quatrième est quand même assez juste, c'était oui, dans un groupement, la solidarité peut toujours s'appliquer. Voilà, donc on va continuer sur les présentations. On en a fini pour la partie quiz. Merci Thierry pour ce quiz. Je suis à côté de toi, hein, je te laisse avancer. C'est parti. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai mis en avant ces 5 questions, c'est pour bien montrer que finalement, sur un chantier, quelle que soit l'importance de mon lot, d'un lot mineur ou d'un lot majeur, il va être excessivement important pour l'ingénieur et le maître d'œuvre de distinguer la responsabilité qu'il engage dans cette opération et qui est différente de ses garanties d'assurance. Et souvent, il y a une confusion. On a l'impression d'être garanti pour quelque chose, donc c'est bon, toutes mes responsabilités sont couvertes. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que cela. Et il s'agira de cerner et de maîtriser les enjeux de différents transferts de responsabilités dans les groupements. J'en parlais rapidement parce que c'est un peu votre quotidien d'être co-traitant, parfois d'avoir un mandat et de subir la solidarité, on vient d'en parler. Donc, je pense que c'est intéressant dans les groupements momentanés d'entreprise de vous donner quelques petites clés de lecture pour faire quelque chose d'assez opérationnel ce matin et pas un cours sur l'assurance comme on le ferait à la faculté, c'est-à-dire quand tout le monde s'endort. Enfin, les enjeux de la déclaration et de la gestion du sinistre, on va voir que je vais filtrer l'ensemble de mes interventions en rapport avec l'impact que ça peut avoir sur la déclaration d'un sinistre et sa gestion, je dirais, de son ouverture à sa clôture. Alors, pour aller sur l'enjeu de la responsabilité de l'ingénieur, je vais prendre des exemples et j'ai essayé de prendre 2 exemples assez flagrants et comme je le dis, des exemples parmi les exemples, parce que c'est tous les jours que nous rencontrons des grandes opérations ou des opérations moyennes, des opérations sur des copropriétés de tailles diverses et où les engagements ne sont pas toujours maîtrisés par l'ingénieur, par le maître d'œuvre, voire bien évidemment par les entreprises de réalisation. Je vous donne l'exemple du projet du CHU à Nantes. Certains en ont certainement entendu parler. À l'ouverture de l'opération, c'est un projet à plus de 650 millions d'euros. Et j'aime beaucoup montrer les projections 3D des architectes ou des bureaux d'études en charge de la gestion 3D, parce que c'est toujours très bucolique, c'est toujours très, très sympathique, avec des étudiants, presque des jeunes qui se promènent dans le CHU et tout est beau et tout est facile, sachant que l'envers du décor, en fait, est un peu différent et que la responsabilité ne va pas uniquement être attachée à construire une belle passerelle en bois, des jardins paysagers, des beaux bâtiments et la réfection d'un nouveau CHU, je le disais, pour 650 millions d'euros, parce que quand on prend ce projet, on voit qu'on parle de l'île de Nantes. L'île de Nantes est une île au bord de la capitale nantaise, qui est une ancienne friche industrielle. Donc, c'est le positionnement d'un énorme projet sur une friche industrielle dont il va falloir mesurer tous les enjeux, des enjeux de pollution, de démolition, de décontamination, d'organisation des travaux préliminaires. Et en fait, on va voir que dans un projet comme celui-ci, même si on n'est que l'ingénieur en charge du génie électrique ou du génie climatique ou des structures ou autres, l'enjeu global de l'opération
va nous dépasser. Et l'engagement majeur, en fait, on va voir que sur le bâtiment, va porter sur des centaines de millions d'euros, même si finalement, je ne suis que le co-traitant d'une partie de cette opération ou le sous-traitant même d'un co-traitant, où j'interviens de façon très partielle et les enjeux sont colossaux et les responsabilités et les engagements majeurs. Je vais y revenir en définissant les choses. Je vous donne un autre exemple qui est un peu plus infra, mais sur lequel il y avait aussi bien évidemment du génie électrique, courant fort, courant faible, et c'est le réaménagement des quais de Seine. Alors, c'est dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, au nord du 92. Et c'est pareil, je reprends. Alors là, c'était un architecte du paysage, c'était pas un architecte bâtiment qui avait fait les projections 3D, mais on voit toujours cette balade bucolique sur les bords des quais de Seine. Sauf que la réalité, en fait, c'est pas celle-là. La réalité, c'est plutôt cette diapo-là. Désolé, les images qui sont des copier-coller sont parfois un petit peu floues, mais. Donc, en fait, si on décrypte un peu ce réaménagement des quais de Seine, on voit que globalement, les quais de Seine, ils passent au-dessus et à côté de l'ensemble des lignes de canal de sortie de l'usine d'épuration des eaux du Siap, de la station d'épuration avec l'usine qui est sur la Seine, dépendant des ports autonomes de la ville de Paris, donc une instance administrative colossale. On voit qu'au-dessus de cette promenade et du réaménagement des quais de Seine passe une voie ferrée qui va à la gare Saint-Lazare, une des plus grosses voies ferrées. Donc, une interruption de la voie serait un engagement colossal. Et puis, en plus, il y a une voirie véhicule très importante puisque ce sont des quais excessivement fréquentés avec des centaines de milliers de véhicules qui passent par jour. Et en fait, j'essaie au travers de ces deux mises en perspective de montrer ce qu'on va appeler les engagements, c'est-à-dire que si l'opération se passe mal, s'il y a un désordre, s'il y a un effondrement, s'il y a une difficulté, évidemment, chacun devra mesurer la responsabilité sur laquelle il s'engage. Et l'exemple que je retrace là me paraît particulièrement prégnant quand on intervient sur des copropriétés et notamment des grands ensembles. On engage une responsabilité qu'on a du mal à mesurer. Et le vocabulaire que je voulais vous faire partager est le suivant, c'est que en fait, le triangle, qui est une sorte de filtre qui va de l'engagement et de l'exposition, c'est-à-dire la totalité du risque auquel je m'expose si je m'embarque dans une aventure excessivement importante, un grand chantier, je le disais tout à l'heure, un grand chantier, donc c'est tous les chantiers qui vont représenter un coût d'opération cumulé sur une phase de plus de 15 millions d'euros. Et quand j'ai une partie, quelle que soit ma spécialité, quel que soit mon génie, je vais m'engager sur la totalité de cette opération. Alors, quand on est, je dirais, balisé par un contrat grand chantier, c'est-à-dire un contrat collectif de responsabilité décennale, finalement, je passe un vocabulaire après les responsabilités, on voit que le contrat grand chantier va essayer de calibrer ma responsabilité, va essayer de limiter ou en tous les cas de mettre un cadre à l'ensemble de mon périmètre de responsabilité. Et c'est parce que justement les engagements sont parfois colossaux que certains maîtres d'ouvrage contractualisent la responsabilité des uns et des autres pour que chacun soit à un niveau de responsabilité raisonnable et le contrat de CCRD sert à ça. Donc, un engagement, une exposition majeure avec la totalité du coût de l'opération. En général, je m'engage sur un chantier majeur, je m'expose à des engagements et à des risques majeurs. Après, j'ai mon niveau de responsabilité. Donc, si je ne suis pas dans le cadre d'une CCRD ou que je suis dans le cadre d'un contrat traditionnel d'assurance, ça va être la responsabilité à laquelle je m'expose et à l'erreur, au désordre. Il y a tout ce que je peux causer depuis la conception, direction de travaux, suivi d'exé, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, j'engage ma responsabilité dans toute préconisation et toute organisation de l'opération que je supervise ou que je conçois. Et cette responsabilité, évidemment, va limiter, si je puis dire, mon risque en disant oui, mais bon,
l'ensemble du bâtiment a brûlé. Il y en a pour 10 millions d'euros, mais ma responsabilité n'est à hauteur que de l'erreur que j'ai commise. Et en général, donc, les experts vont aller chiffrer des pourcentages de responsabilité. Un maître d'œuvre prend toujours une part de responsabilité dans un sinistre majeur, quelle qu'elle soit, dans la mesure, bien évidemment, où il avait la direction de travaux, suivi d'exécution. Mais globalement, ma responsabilité, donc c'est un peu l'étage du dessous dans ce triangle que vous voyez là. Et puis, à la fin, je suis assuré pour tout ou partie. Je suis assuré pour des montants. Sont-ils suffisants? Sont-ils insuffisants par rapport à ma responsabilité? Donc, c'est encore, j'ai envie de dire, l'étage du dessous. Je peux être sur des engagements avec des grands chantiers à 15 millions d'euros. Je peux avoir une responsabilité dont on va imaginer que sur un certain nombre d'enjeux, je suis partiellement responsable à 20, à 30, à 40, à 50%. Donc, vous voyez qu'on peut monter à 3 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions de responsabilités dans le désordre et dans la reprise du désordre. Et puis après, pour combien suis-je assuré? Je vais être assuré pour 500 000, pour 1 million, pour 2 millions, pour 3 millions, pour 5 millions ou 10 millions. Et tout ça sont des échelons et il est important de maîtriser, on va dire, cette échelle par rapport à ce vocabulaire, notamment quand arrive le sinistre, puisque c'est là qu'en général, quand les grands majeurs, les sinistres majeurs arrivent, on découvre ce triangle et on tombe des nues. D'où aussi l'importance d'avoir des spécialistes pour décrypter l'ensemble des opérations. Quand on est sur des très grosses opérations, l'ensemble de la clientèle de CEA nous consulte de façon majoritaire. Alors après, certains ingénieurs ont l'expérience, donc on en parle très souvent, on se voit beaucoup, mais c'est vraiment un décryptage qui est essentiel à faire. J'ai presque envie de dire pour chaque opération qui commence à avoir de l'importance. Enfin, au cœur de sa responsabilité, l'ingénieur présente un certain nombre d'enjeux. Et on essaie, nous, pour l'aider, de calibrer sa position de manière à justement limiter ses responsabilités et limiter son exposition. Vous allez retrouver le vocabulaire que je vous présentais préalablement, parce qu'il doit toujours être à même de justifier sa place, l'ingénieur. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, sur le génie électrique ou le génie climatique, on a un certain nombre de positions qui sont assez rigoristes et on va pouvoir assez bien calibrer la fonction, la mission, les pouvoirs et quels étaient les périmètres de mon intervention. Sur un certain nombre de spécialités en structure, évidemment en étanchéité, on va vite voir, et encore plus sur l'infra et encore plus sur le paysage, on va voir que parfois la limite de justifier sa place et sa fonction dans l'opération sont pas si simples que ça. Et quand les sinistres arrivent, on se rend compte que les choses sont pas claires. À la déclaration, on va devoir analyser ce qui avait été dit, ce qui a été signé, ce qui a finalement été mis en œuvre dans le cadre de l'opération. Et on a parfois des surprises, et même en génie électrique. Donc, évidemment, les contrats et les conventions doivent être parfaitement cadrés. Il faut être excessivement vigilant dans ce cadre-là. Et nous, on aime bien préconiser à notre clientèle de faire un tableau de répartition des missions quand les choses ne sont pas claires. Quand le lot est très clair, il est clairement identifié, le périmètre, le début, le milieu, la fin sont très clairement identifiés. Il n'y a pas trop de problématiques. Mais sur les grands ensembles, sur les grandes copropriétés, sur les missions périphériques, quand on est dans l'électricité, qu'on va passer après avec un certain nombre de sujets sur le thermique, qu'on va être proche d'un BT chauffage, etc. Ça va, en génie climatique, ça va parfois être des périmètres qui ne sont pas si facilement simples à délimiter. Et la capacité de chaque co-traitant de bien avoir défini sa position est vraiment essentielle pour cerner le risque auquel il s'expose. Donc, dans les missions compliquées, bien évidemment, dans les missions traditionnelles, j'allais dire du quotidien, mais sur les enjeux majeurs, et il y a beaucoup plus de grands chantiers aujourd'hui qui s'ouvrent, il y a beaucoup d'opérations de construction importantes qui sont lancées. Voilà, notre conseil, il est sans appel, vraiment de bien être à l'aise avec ces trois points que je cite là sur les enjeux d'ingénieur. Juste Thierry, pour tenir l'oreillette, tu ne tiens pas le bon côté, je pense, voilà.
C'est vrai. C'est C'est pas merci. très malin. Merci Xavier de ce conseil averti. Non, c'est que j'ai changé d'oreillette et l'autre était là. Mais vous m'entendez bien quand même. C'est bon, oui, mais il faut pas trop le bouger parce que sinon il y a des petits Ok, ça craquements. marche. Ça marche. Un point complémentaire concernant les contrats et conventions. Évidemment, quand on rentre dans un groupement momentané d'entreprise, et notamment pour la réalisation d'un ouvrage significatif, on va se poser toutes les questions des différentes positions. Et chaque point que je recite, le mandat, la présence d'une CCRD, un contrat qui nous lie mais qui est un contrat de sous-traitance, soit je suis sous-traitant ou je suis donneur d'ordre et j'engage des sous-traitants, soit je suis co-traitant et on me met un principe de solidarité contractuellement où je me prémunis contre une solidarité prévisionnelle parce que je sais que j'ai un certain nombre de co-traitants, de sous-traitants qui sont employés, dont je sais que leur défaillance est possible, c'est-à-dire que ce sont des entreprises fragiles ou entreprises qui ont eu des petits problèmes et que je connais. Faut se rappeler qu'il y aura toujours vraiment, sur ces 5 points que je citais, des croisements et des enjeux de responsabilité différents qu'il s'agira de maîtriser. Alors évidemment, je ne peux pas, au travers de notre intervention ce matin, vous délivrer une formation sur la position du mandataire, tout le détail d'une CCRD ou les enjeux de la solidarité. Il nous faudrait évidemment de longues minutes pour chaque item. Mais par contre, je reviens toujours à la même chose, c'est quand je me rends compte que je suis face à une opération significative, dont l'exposition au risque et l'engagement me paraît vraiment important, on en croise tout au long de l'année, je vais quand même être très vigilant sur l'engagement de ma responsabilité face à l'ensemble de ces items, face au mandataire, face à cette CCRD qui m'est proposée, face à mes co-traitants, face à un contrat de solidarité. Et là, on va revenir à ce que je disais préalablement, c'est-à-dire la nécessité d'être très clair sur mes missions, sur ma position et ma fonction dans l'opération. Et je recite à nouveau le tableau de répartition des missions qui est fondamental. Et puis, évidemment, être vigilant vis-à-vis de ses co-traitants, parce qu'on va avoir, et vous l'avez certainement vécu, des co-traitants dont le contrat d'assurance peut être fragile. Et il est important d'être vigilant sur la position. Alors, c'est le métier du mandataire, évidemment, de l'AMO s'il y en a un, et du maître d'ouvrage. Mais c'est aussi un regard éclairé sur les très grosses opérations, de vérifier auprès de ces gens-là que les co-traitants et les garanties des contrats des co-traitants sont au niveau de la prestation demandée et au niveau de l'opération. Parce que on va systématiquement se retrouver dans un... Là, vous avez un schéma sur une sorte de position globale de responsabilité, que l'on soit, je dirais, contractant principal. Contractant principal, c'est-à-dire co-traitant direct sur son lot. On va être lié à la maîtrise d'ouvrage par un contrat de responsabilité professionnelle pendant l'opération et la réalisation des travaux, et puis de décennale au terme de la réception et de la livraison de l'ouvrage, par un lien de louage d'ouvrage. Donc là, on est vraiment au cœur de la responsabilité. On va être très clairement toujours contractuellement lié à des sous-traitants, si on a pris des sous-traitants qui, eux, seront pas directement en décennale, mais qui devront répondre de leurs responsabilités en cas de besoin. Donc, on va aussi essayer de se positionner de façon très claire par rapport à l'ensemble de cette chaîne de responsabilité entre le maître d'ouvrage, entre les co-traitants, entre les sous-traitants. Je l'ai pas mis là sur le petit schéma, mais j'aurais pu mettre aussi en périphérie le mandataire. Voilà. Et tout ça pour finalement atterrir, si je puis dire, sur la gestion des sinistres et l'enjeu que représente la déclaration du sinistre. On a fait, dans le cadre du Grand Circuit et dans Améliorons la ville, un petit film, une petite vidéo rapide qui parle de l'enjeu de la déclaration du sinistre et de la place prépondérante que représente le courtier dans le processus déclaratif. Il est excessivement important, au-delà d'avoir bien construit son contrat, ce que j'ai dit et répété depuis le début de mon intervention, que le courtier ait fait les travaux préalables
avoir cerné l'ensemble des positions de l'ingénieur et du maître d'œuvre dans ses opérations et dans ses missions. Et que lors de la déclaration et de la constitution d'un dossier sinistre, parce que je rappelle que le courtier va se positionner entre son client, l'ingénieur, et l'assureur, à qui il va déclarer de façon concrète le sinistre, parce que c'est l'assureur qui sera amené à bien évidemment prendre en règlement l'indemnisation, si évidemment il y a indemnisation, de constituer un dossier cohérent par rapport à l'ensemble des déclarations du contrat, par rapport à l'ensemble des activités évoquées, par rapport à sa position dans une opération. Si cette fois-ci, je n'étais pas co-traitant mais sous-traitant, si cette fois-ci, il y avait un mandataire qui n'aurait pas fait ce qu'il fallait, ou une position bien spécifique d'un AMO. Enfin, en tous les cas, bien reprendre l'ensemble des enjeux relatifs à ma position, permettant de constituer un dossier de qualité, parce que, et c'était un peu le discours de vérité que j'avais voulu donner quand on a fait la vidéo sur le grand circuit, c'est de dire que globalement, l'assureur va toujours traiter l'information qui lui est remontée avec beaucoup de précautions. L'un des métiers des gestionnaires sinistres dans les compagnies d'assurance est de chercher, vous le savez bien, le petit point qui va être bloquant pour tenter de s'exonérer de sa position et de dire non, mais attendez, là, nous n'intervenons pas, non, votre contrat n'est pas fait pour ça, non, vous n'êtes pas responsable, alors, à tort ou à raison. Puis parfois l'assureur dit, mais vous n'êtes pas garanti parce que vous n'êtes pas en responsabilité sur ce contrat-là, mais vous êtes quand même appelé à la cause, donc parfois il faut quand même aller au référé, aller en expertise ou parfois dans les tribunaux. Et la remontée des informations que va faire le courtier auprès de l'assureur est fondamentale pour vous permettre, je dirais, d'éviter tout risque de requalification de votre position dans l'opération, de limiter les limites d'engagement, de limiter les frottements sur les garanties qui sont acquises à votre contrat, et la place du courtier dans ce processus est fondamentale. Voilà. Voilà les quelques choses, Xavier, que je voulais donc évoquer ce matin pour repositionner la position de l'ingénieur dans le processus d'assurance et on va dire dans sa chaîne de responsabilité. Je me mets à ta disposition pour la suite. Voilà, merci beaucoup Thierry pour cette présentation. Juste pour rappeler au public que là, il y a été coordonné, mais le public est en fin de conférence recevra un questionnaire de satisfaction et vous pourrez télécharger bien entendu la présentation en répondant au questionnaire de satisfaction. Alors Eva, peut-être on peut ouvrir la caméra et le micro puisqu'on va commencer cette partie échange. Est-ce qu'Eva est avec nous? Voilà. C'est bon, on a tout qui est ouvert. Alors peut-être on peut commencer à la vue de la présentation de Thierry. Eva, c'est quoi la réalité d'un sinistre j'allais dire et où d'une réclamation? À quel moment? Parce que finalement c'est ce que disait Thierry, c'est un moment il faut que j'aille voir mon courtier pour dire voilà il y a un sinistre. Mais à quel moment je considère que je rentre dans cette phase-là? C'est vrai que l'ingénieur va recevoir plusieurs formes de mise en cause. On a le sinistre amiable, donc qui est généralement constitué soit d'une convocation à expertise qui émane d'un autre expert, très souvent par l'intermédiaire des assureurs PJ ou des assureurs RC décennal d'autres intervenants. Soit on va recevoir un mail du maître d'ouvrage en précisant qu'il constate différents dommages sur son ouvrage. Dans ces conditions, donc là, on reste sur un terrain qui est amiable. Et ce qu'on propose en règle générale avec nos clients, c'est d'aviser ensemble sur les suites à donner à ce dossier. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a un échange, on voit un petit peu avec le client ce qu'il pense de la réclamation du maître d'ouvrage, parce que c'est quand même lui qui a travaillé sur le chantier, donc il est en mesure de nous apporter des précisions. Il nous fait part un petit peu de ce qui s'est passé sur le chantier, des difficultés qu'il a pu rencontrer ou pas, et ensuite on avise ensemble sur les suites qui seraient à donner sur cette partie, sur cette réclamation, tout simplement. Donc, on a ces réclamations qui sont amiables. Après, on a les procédures judiciaires
qui là sont constituées généralement par des requêtes ou des assignations, un référé. Très souvent, ce sont des référés expertise, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage ou le lésé demande au tribunal de nommer un expert judiciaire qui va être en charge de constater les désordres, établir les responsabilités de chacun, et puis finalement faire un petit peu la lumière sur les dossiers. Et enfin, on a les déclarations de sinistre dommages ouvrages, qui sont des procédures vraiment très particulières que je vais laisser un petit peu finalement sur le côté, parce qu'elles sont totalement réglementées par des conventions entre assureurs. C'est vraiment des procédures qui sont spécifiques, mais qu'on rencontre de plus en plus. Dès que, notre conseil en qualité de courtier, dès que le client reçoit une réclamation, il faut qu'il nous en informe. Il faut vraiment qu'il nous le dise pour encore une fois, on voit ensemble si on donne une suite auprès de l'assureur ou si on ne donne pas. Mais il faut quand même savoir qu'une déclaration tardive auprès de l'assureur peut vraiment être néfaste pour la suite du dossier. L'assureur peut tout à fait refuser sa garantie en disant « Attendez, moi, vous ne m'avez pas tenu informé au départ. Vous avez fait votre petite sauce dans votre coin et maintenant, voilà, vous m'opposez une responsabilité, un protocole et je ne suis pas d'accord. » Donc vraiment, dès que notre client reçoit un email, un appel, un courrier, vraiment qu'il nous contacte et qu'on voit ensemble comment intervenir auprès de l'assureur, Ouais. si c'est utile d'intervenir auprès de l'assureur, parce qu'on ne va pas non plus déclarer tout et n'importe quoi, pour ne pas charger inutilement la statistique sinistre et trouver des solutions rapidement. Oui, parce que effectivement, Thierry, ce que vous dites, Eva, c'est il faut aussi vous accompagner aussi le client pour la réponse qu'il va apporter sur une demande qui lui serait faite, parce qu'il pourrait y avoir peut-être des choses qui seraient dangereuses de mal répondre, et donc vous vous accompagnez aussi là-dessus, c'est dès le début du dossier qu'il faut bien enclencher les choses, Thierry. On va avoir différentes stratégies, Eva est en train de le dire. On va avoir des stratégies de contournement. La stratégie de contournement, elle va par exemple être de se dire, là on fait profil bas, dans la mesure où on sent bien que notre responsabilité globalement ne sera pas engagée ou qu'elle risque de ne pas l'être. Donc, faut toujours se rappeler, Eva parlait des procédures de dommage-ouvrage, parler des réclamations, on va dire amiables ou judiciaires, mais il faut savoir que le maître d'ouvrage ou son représentant ou un tiers lésé, parce qu'il peut y avoir, c'est pas toujours la maîtrise d'ouvrage qui est lésée, même si globalement on est en train de parler d'opération de construction, donc c'est plutôt quand même le maître d'ouvrage qui constate un désordre et un dommage au bâtiment, donc il revient vers nous, mais globalement ça peut être quand même un tiers, un voisin lié à une opération de construction. Mais on va dire, globalement, le maître d'ouvrage ou le tiers lésé, il cherche un payeur. Son objectif est d'aller chercher un payeur en se disant qui est susceptible d'intervenir sur ce désordre et de me le payer, qu'il soit dû ou non, peu importe. Donc, on va quand même être vigilant. Je le disais, on pourra éventuellement avoir une stratégie de contournement et une fois qu'on se dit non, il faut vraiment y aller et vous êtes au cœur de l'opération, vous êtes au cœur de la responsabilité et on n'échappera pas à votre responsabilité. On va travailler vraiment à la constitution du dossier et on va réclamer, après une analyse fine des problématiques, l'ensemble de la documentation nécessaire. Alors, et dans ce cadre-là, je pense que c'est un peu le but de votre question, Xavier. C'est de dire, il y a des choses qu'on va fournir, et puis il y a des choses qu'on ne va pas fournir, parce que il ne s'agit pas non plus d'engager auprès de l'assureur un certain nombre de choses qui seraient, je dirais, à notre corps défendant, quelque chose de négatif dans notre position, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le premier combat à mener, c'est ce qu'on appelle la mise en jeu de la garantie auprès de l'assureur. Et la mise en jeu de la garantie, c'est d'avoir un échange et un débat avec l'assureur sur le fond et le fondement de la réclamation du tiers ou du maître d'ouvrage et de définir la responsabilité de l'assuré, donc de l'ingénieur. Et notre objectif est de ne pas rater cette mise en jeu de la garantie, c'est-à-dire qu'on ait un go de l'assureur qui dit « Ok, j'ouvre, ok, je missionne un expert, ok, je missionne un avocat en cas de besoin, ok, on vous accompagne » parce que l'objectif, c'est de défendre vos intérêts à partir de maintenant jusqu'au bout.
Oui, c'est cette mise en jeu de la garantie. Donc finalement, ouvrir ce dossier correctement au bon moment, sans que, en ayant tous les éléments clés, c'est finalement ça appelle sur les points clés de la déclaration. Et c'est dans une déclaration de sinistre, finalement, est-ce il y a des points sur lesquels il faut obligatoirement passer? Ah oui, il nous faut quand même une déclaration assez complète. Il faut qu'on sache du coup ce qui nous est reproché, quels sont les dommages constatés et surtout ce dont on va avoir besoin, c'est des informations de la part de notre assuré. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la répartition des missions, etc. Le but du jeu quand il y a un sinistre, c'est de dégager sa responsabilité. Donc nous, ce dont on va avoir besoin, c'est vraiment les pièces de marché, le fameux tableau des répartitions d'émissions s'il a été fait, et savoir si éventuellement il y a des co-traitants ou sous-traitants qui pourraient être intéressés par la procédure, qui ne le sont pas forcément parce qu'ils ont été oubliés ou qui se sont bien cachés. Ça arrive vraiment souvent. Voilà, là après, c'est vraiment à l'assuré de nous apporter tout ce qui est nécessaire à dégager sa responsabilité. Donc, au-delà de la réclamation, qu'elle soit chiffrée ou pas, on aura vraiment besoin des pièces de marché, de la liste des intervenants qui pourraient être concernés, et puis des observations, parce qu'encore une fois, c'est l'assuré qui est sur le chantier, c'est lui qui connaît son travail, c'est lui qui connaît ses missions et qui sait où son intervention s'est arrêtée. Nous, on peut l'accompagner techniquement avec l'assureur, mais malheureusement, il va y arriver un moment où il va falloir que lui aussi nous apporte des réponses. Donc, on compte bien sûr sur toutes ces informations pour présenter un dossier complet à l'assureur. Oui, avant de passer aux questions-réponses, Thierry, il y avait des précisions là-dessus sur ce Oui, sujet? c'était un peu en clin d'œil pour notre public d'ingénieurs. Il y a différentes typologies de clients et de réactions clients face au sinistre. Alors, il y a ceux qui veulent tout de suite déclarer le sinistre, ouvrir le sinistre, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ce n'est pas toujours notre intérêt de payer, c'est surtout pas l'intérêt, Eva l'a dit de façon très claire, ce n'est pas l'intérêt de la statistique du client. Parce que plus je déclare de sinistre, plus je vais avoir de problèmes dans l'avenir pour pouvoir me garantir dans de bonnes conditions, parce que par définition, l'assureur n'aime pas les déclarations de sinistre que lui font ses clients. Mais par contre, l'ingénieur, c'est un peu différent. Et je vais aussi, je pense, faire sourire Eva par rapport à son expérience au quotidien. Mais l'ingénieur, il n'est jamais responsable de son sinistre. C'est jamais lui. C'est toujours les autres. Donc, je taquine un peu notre public. Mais c'est vrai que ce qu'il nous faut surtout, c'est du discernement dans la situation à laquelle on est confronté, une analyse précise, très contractuelle des positions des uns et des autres. Et comme je l'ai dit, aussi cerner très vite quels sont les engagements et expositions et responsabilités auxquelles on s'expose. Parce que si on voit tout de suite, passez-moi l'expression, mais que ça va partir un peu en vrille et que les engagements vont être colossaux, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, et il nous appartiendra évidemment d'être excessivement vigilant sur ce qu'on va faire dans le cadre de la déclaration auprès de l'assureur, parce que là, il ne faut pas se rater, hein, si je dis les choses de façon très simple. Oui. Si on regarde pour les ingénieurs, finalement, on voit qu'il y a ils ont des nouvelles prestations, il y a des évolutions sans cesse de la réglementation. Et donc, ça amène, j'imagine, à faire évoluer leur contrat aussi, donc de les revoir. Là, je ne parle pas de chantier lui-même, hein, je parle de revoir le contrat de manière globale. Euh, comment l'ingénieur doit se comporter face à ces sujets? En fait, un contrat de responsabilité, il s'établit au travers de 3 points majeurs. Le premier point majeur, c'est mon activité. C'est-à-dire que je dois toujours être à l'affût de la déclaration de mes activités précises et réelles auprès de mon assureur. C'est-à-dire que si je fais du génie électrique et par contre je vais partir dans de l'instrumentation, je vais partir dans du monitoring, je vais partir dans ma capacité à monitorer un bâtiment et puis finalement on va voir qu'on glisse de l'électricité vers le thermique, hein, il est fondamental que ça se soit déclaré. C'est pas un problème. Il faut juste que ce soit très clairement déclaré dans mon contrat. Donc, je vais toujours surveiller de façon très claire mes activités de manière à ce qu'elles soient clairement identifiées et déclarées dans mon contrat. Le deuxième élément, c'est mon niveau de garantie.
Hein, très clairement, combien ai-je de garantie? Si j'interviens que sur des copropriétés de plusieurs milliers de mètres carrés, voire dizaines de milliers de mètres carrés sur les grands ensembles dans les grandes villes, les grandes métropoles françaises, si j'ai 500 000 de garantie, j'ai un problème. Hein, c'est que je sais que systématiquement, je vais être très très court dans la garantie que m'a délivré mon assureur pour couvrir les risques et mes expositions. Hein, je reviens à mon cours tout à l'heure, enfin ma présentation de l'ensemble des opérations sur lesquelles j'interviens. Donc, le deuxième élément qui est fondamental, c'est le niveau de garantie. Hein. Et puis, le troisième, il est en général assez moins significatif, c'est mon niveau de franchise. Voilà, et quel est mon niveau de franchise dans mon contrat? Parce que Eva l'a dit, si j'ai une multitude de petits sinistres de moins de 1000, 2000, 3000 euros et que j'ai des cartouches, finalement, je vais un petit peu, passez-moi l'expression, mais pourrir ma statistique et j'ai aucun intérêt à le faire dans le temps si je me projette à long terme dans mon activité. Donc, on va être assez vigilant aussi sur les éléments de franchise, pas déclarer certains sinistres quand ce n'est pas nécessaire. L'entreprise, l'ingénieur va dire là, il y en a pour 3 000, 4 000 euros, je vais prendre à ma charge. Ou je vais faire une réunion de chantier. On va reprendre ça avec mes collègues et mes confrères, et puis on va éviter de déclarer un sinistre à l'assureur. Oui, c'est peut-être ça aussi, Eva, c'est en amont d'avoir une négociation et de pas toujours aller dans une déclaration de sinistre ou d'aller devant le tribunal. Hein. Très clairement, oui. Hein. Le but, c'est d'éviter la déclaration de sinistre auprès de l'assureur. On conseille toujours de trouver des solutions amiables. Donc, on essaye vraiment d'accompagner sur ce terrain-là pour éviter la requête, hein, parce que c'est jamais très plaisant de recevoir l'huissier dans ces locaux qui dépose l'assignation. Après, voilà, parfois, ça facilite aussi des choses finalement d'en arriver à ces points-là, parce que même à titre amiable, on a parfois du mal à discuter avec certains maîtres d'ouvrage. Les échanges sont compliqués, donc on fait au mieux en tout cas pour accompagner tout le monde et que tout le monde soit satisfait assez rapidement quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi sur ces sinistres, sur la compétence des ingénieurs et cette compétence peut-elle être remise en cause au sens où il y a un sinistre et on m'a dit oui, mais il y a eu un défaut de compétence, un défaut de formation, un défaut de calcul. Eva ou Ah bah, Thierry. Hein. Forcément, l'ingénieur qui est mis en cause, il est mis en cause sur le travail qu'il a fourni, sur la prestation qu'il a réalisée, sur ses calculs, ses préconisations, etc. Après, dire qu'on remet en cause toutes les compétences du cabinet, je ne pense pas qu'on en arrive là non plus. Non, non. Alors, c'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de technologies qui arrivent aujourd'hui dans nos métiers. Hein, donc, il faut être très, très, très vigilant. J'ai eu énormément de clients. Quand les RFID sont arrivés, toutes les puces de captation, tout le monitoring dont je parlais tout à l'heure, voilà, beaucoup de clients vont sur ces marchés-là. Et évidemment, ils ont raison de le faire. Hein, c'est très important. Je pense que c'est l'avenir. Mais il y a quand même après… Sur quel marché, Thierry? J'ai pas compris sur. En gros, le monitoring en général et l'ensemble de la Ouais, captation de données ouais. sur les bâtiments, hein, de façon un peu Mmh. générale, quelle que soit la typologie. Et évidemment, du matériel en génie électrique, du matériel en génie climatique. Un point que j'ai jamais cité, hein, mais ça, c'est excessivement important dans le sujet que nous traitons. Quand je suis ingénieur concepteur, maître d'œuvre, je ne suis pas entreprise du bâtiment, ça en général tout le monde le sait, mais je ne suis pas non plus dans la commercialisation d'instruments. Je ne suis pas dans la commercialisation du lot fourniture. Hein. Et là aussi, il faut savoir s'arrêter, même si parfois on a envie de prendre tous les marchés. Et puis pour revenir sur la question qui était citée sur la compétence, oui, en général, les formations sont faites. Hein, il y a un peu de spécificité. Tu parlais de formation, mais il y a pas mal de spécificités où les ingénieurs se forment. Après, l'erreur, l'omission, la faute qui est reprochée à l'ingénieur, parfois, ça va être simplement une erreur de copier-coller.
Ça va être un plan où un assistant chef de projet a fait une petite bourde, mais d'inattention. Hein, c'est pas toujours, c'est pas toujours des fautes majeures dans la compétence même de la mission telle qu'elle est proposée. Alors évidemment, des erreurs de calcul, des erreurs de dimensionnement, des choix de mauvais matériaux, des choix de mauvais matériel. C'est permanent aussi. Et là, on est plus cœur de compétence, mais bon, après. Voilà, c'est compliqué. Le concepteur propose un certain nombre de solutions. Il n'est pas non plus responsable de chaque fournisseur. Oui, Eva et Thierry, est-ce qu'on pourrait donner un conseil finalement aux ingénieurs dans la rédaction des contrats qu'ils font pour les couvrir vis-à-vis des sinistres ou vis-à-vis des rapports qu'ils émettent? Est-ce qu'il n'y a pas des petites phrases à noter, Eva, La Thierry? réponse tient en 3 lettres, non. On ne s'exonère jamais de sa responsabilité face à un expert judiciaire. C'est-à-dire que on peut toujours écrire, mon engagement est limité, ma responsabilité est limitée, ma position est limitée. Et en général, dans un certain nombre de contrats de conseil et d'ingénieurs, c'était aux honoraires perçus sur l'opération. C'était un truc des années 90, 2000, où on essayait de limiter sa responsabilité aux honoraires perçus. Ça ne sert à rien. On peut l'écrire, hein. Ça ne sert strictement à rien puisque le droit français va dire quelque chose d'assez simple, c'est que à part le juge, personne ne peut s'exonérer de sa propre, personne ne peut m'exonérer de ma propre responsabilité. Donc je suis toujours responsable de mes actes, je suis responsable de ma mission, quel que soit mon contrat, quel que soit ce que j'écris dedans, quel que soit mon niveau de garantie d'assurance. Voilà, même si je ne suis couvert qu'à hauteur de 1 million d'euros, si je suis responsable à hauteur de 2 millions, bah, je vais me prendre 2 millions. Et même si j'avais mis une clause dans ma convention qui limitait, par clause, on appelait ça les clauses de limite de responsabilité, où on disait qu'on les limite aux honoraires annuels, on les limite aux honoraires sur la mission, on les limite à 500 000 euros. Bah, on peut mettre aussi une valeur absolue. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Eva, dans la relation avec l'assureur, finalement, dans un sinistre, comment vous agissez, vous, courtier? Alors nous, déjà, on déclare le sinistre, on essaye de présenter le dossier le plus clairement à l'assureur pour qu'il mandate très vite l'expert parce que, en règle générale, hein, les dossiers sont confiés à des experts qui vont venir constater les désordres et qui vont appeler dans la cause toutes les personnes qui pourraient être concernées. Donc, voilà, nous, on est surtout là pour faire entendre la voix de notre assuré. Et présenter à l'assureur le dossier de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un refus de garantie. Comme ça a été dit tout à l'heure, voilà, le but, c'est vraiment de mobiliser le contrat et donc, effectivement, passer peut-être sous silence certains aspects du dossier et le monter très concrètement pour que l'assureur accepte d'intervenir très vite sur le sinistre. Voilà, ben, merci Eva. On est arrivé au terme de cette conférence, cette web conférence. Thierry, il y avait peut-être un petit mot de la fin? Non, évidemment, toujours et encore défendre notre métier. Hein, tout ce qu'on vient de dire autour de cette intervention, ça positionne le conseil du courtier spécialiste. Et plus vous irez vers un courtier capable de défendre vos intérêts auprès de plusieurs compagnies, plus vous aurez un courtier spécialisé dans votre matière, je pense plus vous serez serein pour l'avenir. Voilà, ben ça sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry.